que vous allez nous aider à y participer parce que c'est une table ronde aussi qui vraiment, là pour le coup, va vous demander un peu votre aide et votre soutien et les questions que vous allez pouvoir poser à nos trois intervenants justement sur la question du livre numérique et de l'édition numérique. Moi je voulais quand même, avec Stéphane, peut-être parler d'abord justement du marché que ça représente aujourd'hui le numérique. Pour un éditeur comme Brajlon aujourd'hui, c'est combien de titres disponibles en numérique et si on peut le dire, quelle part de marché ça représente? Il y a vraiment besoin d'un micro? Oui, j'ai encore vu. Bon. Mais d'un micro qui marche pas, super. Bonjour. Le marché, en très gros, le marché du livre numérique en France, ça doit être, allez, à vue de nez, 1 à 3% du marché, à tout casser. 2, tu dis, Jérôme? 2 sur les derniers chiffres 2011, de je sais plus qui. Mais quelqu'un de sérieux. Une autorité incontournable. Voilà, donc c'est, comme j'ai coutume de dire, c'est beaucoup et c'est bien peu, hein, comme dit la chanson, c'est-à-dire que, évidemment, c'est tout petit, hein, vous vous en rendez bien compte. En même temps, étant donné que ça a commencé très récemment, en gros 1 an et demi, 2 ans, vraiment pour être large, et que c'est évidemment encore balbutiant et qu'il y a énormément d'obstacles et de problèmes qui s'opposent au développement du marché du livre numérique en France, qu'on pourra peut-être évoquer. Du coup, et du retard énorme que nous avons par rapport à ce qui s'est développé, en particulier aux États-Unis, depuis facilement 5, 6 ou 7 ans maintenant. En un sens, c'est quand même déjà pas mal. On aurait pu s'attendre à ce que ça représente moins. Donc je pense que c'est tout petit, mais que ça s'est déjà développé d'une façon assez rapide. Ce sera intéressant de voir. Et je pense surtout que c'est vraiment ascensionnel. C'est ça qui me paraît vraiment important. C'est que. Oui, c'est vraiment un pari sur l'avenir. Oui, mais c'est un pari sur... Moi, oui, je t'aurais dit oui, un pari sur l'avenir il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, c'est plus qu'un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que concrètement, moi, je paye 2 salaires à plein temps avec les ventes de livres numériques. Donc en fait, là, c'est pas l'avenir, c'est leur salaire, c'est aujourd'hui. Hein. Et donc c'est déjà très concret, dans la visibilité, dans les sites qui le mettent en avant, dans les publicités, ou l'attention que ça peut, la façon dont ça peut attirer l'attention du public, dans la diversité et la quantité des ouvrages publiés, dans la diversité également et l'initiative et la créativité des acteurs du genre. Je trouve particulièrement intéressant, évidemment, l'activité des éditeurs dans le domaine de l'imaginaire, autant, puisque nous sommes là, autant parler nous. Et comme on le verra évidemment avec Jérôme et Philippe, et avec moi, c'est-à-dire des éditeurs de taille et avec une façon de travailler, de fonctionner et d'être diffusé, etc., très différente. Et ça, je trouve ça particulièrement spectaculaire, par exemple. Juste avant de donner la parole aux 2 autres intervenants, c'est tous les titres Brajlon qui aujourd'hui sont distribués en numérique ou il y a des choix qui sont faits? Alors, il y a forcément des choix qui sont faits. Aujourd'hui, il y a 450 titres du Brajlon, Milady, Castelman, enfin l'ensemble des marques du petit groupe que nous sommes, sur un peu plus de 1000 titres disponibles en papier. Donc c'est à peu près la moitié. Oui, des choix sont faits. Alors déjà, il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc forcément, on le fait au fur et à mesure. Et dans ce qu'on fait au fur et à mesure, il y a une sélection qui s'opère. Premièrement, qu'est-ce qu'on a le droit de numériser? C'est-à-dire que tous les ayants droit, les auteurs, les agents, les éditeurs, c'est-à-dire les gens auprès de qui on acquiert les droits d'édition des ouvrages, tous ne nous autorisent pas à publier leurs ouvrages en numérique, ou alors à des conditions que nous refusons. Et deuxièmement, il y a une sélection qui est liée aux priorités de l'actualité, à la pertinence de certains ouvrages, et de se dire, bon, bah, on va plutôt faire cette série plutôt que celle-là, en premier, puis on verra pour l'autre. Donc, sachant qu'on a commencé il y a 1 an et demi et qu'on fait à peu près 5 titres par semaine, je crois, et que ça va en s'accélérant, petit à petit, je pense qu'on va arriver à couvrir ensuite le catalogue. Même question, état des lieux un petit peu justement, présentation de la situation, alors, et des choix stratégiques peut-être aussi à côté. Oh oui, des choix très stratégiques hein, pour nous. Plusieurs choses, c'est marrant parce qu'il y a 1 an on avait une table ronde sur le numérique ici et il y a 1 an on n'en faisait pas encore et j'avais dit à Jean-Claude Dugnac que nous en ferons lorsque nous aurons les moyens
d'être diffusé facilement et massivement sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que ça ne m'intéressait pas de faire du numérique juste pour chez nous. Je voulais qu'on puisse être présent facilement sur Amazon, sur la Fnac, etc. Il se trouve que la possibilité s'est présentée, donc nous avons décidé de nous lancer sur le numérique. Alors avec cette particularité, c'est que nous sommes de tout petits éditeurs et nous avons un petit catalogue. On a un catalogue aujourd'hui de 45 titres. Donc ça ne pesait pas beaucoup, mais avec cette particularité aussi, que grâce au numérique, on a très vite compris qu'on allait pouvoir essayer plein de choses et mettre en place plein de choses. Donc notre priorité aujourd'hui, c'est de pouvoir numériser progressivement notre fonds. Alors effectivement, en fonction, ça implique des discussions avec les auteurs, les ayants droit, les agents. Mais moins de discussions, parce qu'on n'a que 45 titres. Du coup, les choses se font, mais ce qui est aussi intéressant dans le numérique en tant qu'éditeur, c'est qu'on a d'autres discussions avec les auteurs, et on a un autre niveau de discussion, parce qu'on a une autre technologie qui est mise en place, et forcément, ça interroge. Et puis on a décidé, là aussi, parce qu'on a discuté avec les auteurs, de mettre des choses très vite inédites en numérique, des choses qu'on ne pourrait pas faire en papier, et ce qui nous plaît, nous, c'est aussi cette liberté-là. Donc très vite, là, on va mettre en place un diptyque de Roland Wagner, qu'on ne pourrait pas faire en papier parce qu'il ferait 60 pages. Donc en termes de format, de fabrication, de distribution, ce ne serait pas possible aujourd'hui, mais par contre, ça le met en numérique. Donc on va faire aussi un triptyque de Timothy Ray et des choses comme ça. Et puis, comme nous, on est spécialisé dans les nouvelles, le dernier axe qu'on souhaitait mettre en place, c'est proposer en numérique une anthologie, c'est toujours un peu compliqué parce que vous multipliez les acteurs, les contrats et tout ça. Donc ça pose plein de questions. Par contre, on peut tout à fait faire des séries de nouvelles. Donc voilà, on a mis en ligne 5 nouvelles érotiques tirées de notre anthologie érotique qu'on a fait à nous dans notre catalogue, mais aussi d'autres anthologies. Donc voilà, donc plusieurs axes, à la fois le fond et une nouveauté, à la fois des groupes de nouvelles sur des thématiques, et à la fois des choses inédites ou des choses venues parfois d'autres éditeurs. Je regarde Philippe pour un peu. Je vais venir à Philippe, mais d'abord, est-ce que ça change par rapport au contact avec le lecteur? Et même plus, je veux dire, le lectorat, parce que on était avec Brajlon tout à l'heure, je ne m'inquiète pas pour eux au niveau distribution, au niveau présentation, etc., dans les librairies, dans les centres culturels, etc. Mais quand on est un micro-éditeur, qu'on a 45 titres en catalogue, est-ce que justement le livre numérique, c'est pas aussi une chance finalement de toucher un plus large public, ou en tout cas d'attirer un peu plus facilement sa curiosité? Ce qui est sûr, c'est que, alors c'est plus peut-être une question pour Stéphane, parce qu'ils ont des volumes de vente qui sont bien plus importants que nous, notamment en numérique, mais à notre petit niveau, ce qu'on se rend compte, c'est difficile de dire pour Amazon, mais ce qu'on se rend compte en direct sur ce qu'on vend via notre site, c'est que ce ne sont pas forcément nos habitués papier qui achètent en numérique. C'est-à-dire qu'on... C'était le sens de ma question. Ouais, on a d'autres gens qui viennent et qui sont intéressés par le numérique. On est bien d'accord, aujourd'hui ça représente 2% du marché. Néanmoins, c'est 2% qu'on a tout à fait le droit d'investir et discuter. Et je ne suis pas sûr qu'il y a plein de débats en ce moment sur le numérique, sur est-ce que ça va tuer le papier, pas le papier, etc. A priori, nous, on ne voit pas forcément les mêmes lecteurs. Donc, pourquoi pas? C'est une prise de risque différente aussi dans la manière de consommer. Peut-être que ça, on demandera aussi aux personnes qui sont présentes éventuellement, mais finalement, le livre papier est cher, le livre numérique est un petit peu moins. Est-ce qu'on peut plus prendre un risque finalement d'acheter un livre numérique en se disant que si on n'aime pas, c'est moins grave? Alors je te répondrais oui, si c'était exactement les mêmes acheteurs en papier qui venaient acheter du livre numérique, c'est-à-dire qu'on a des habitudes, des gens qui nous achètent tous les livres. Si d'un seul coup on avait des gens qui basculaient en numérique simplement pour une question de prix, je te dirais oui. A priori, ça n'a pas l'air d'être complètement... Je ne dis pas qu'il y en a, oui, il y en a pas, mais voilà. Et si on fait un effort sur le prix et que notamment le prix est quelque chose d'assez important, d'essayer d'avoir des prix bas par rapport au numérique, en tout cas, ce n'est pas l'argument que les gens nous donnent quand on les voit. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui passait sur le stand. Il m'a dit le bouquin sur Mathieu Gabriel, super, etc. Est-ce que vous allez le faire en numérique? Voilà, c'est une des premières fois. Mais il n'a pas du tout avancé le problème du prix, il a plus avancé un problème de place et de lecture. Philippe, l'état des lieux à Rivière-Blanche alors? L'état des lieux est simple, on ne fait pas de numérique. Alors moi je pense que je m'intéresse au numérique depuis
pas mal de temps parce que je pense que j'ai une théorie est fausse. Il y a eu pour moi 3 révolutions dans le livre: l'imprimerie, le livre de poche et le numérique. Je fais partie d'une génération avec mes cheveux blancs qui a eu beaucoup de 33 tours, qui a eu beaucoup de CD et qui ne les écoute plus. J'avais une belle collection de vidéos VHS, j'en ai plus. J'ai 10 000 livres papier, je pense que dans 10-15 ans, ces 10 000 livres ils se retrouveront là-dedans. Parce que là-dedans, je peux mettre 10 000 livres. Je suis un amoureux du livre, papier, mais j'étais aussi un amoureux du 33 tours. Donc pour moi, le numérique, c'est une révolution que, même si on aime le livre papier, on va être obligé à la subir, comme on a subi toutes les révolutions technologiques. Donc pour moi, le livre papier n'est peut-être pas mort, mais le livre numérique va tout changer. Et il va changer ce qu'on appelle, très bien, c'est la fameuse chaîne du livre. Et là aussi, il va y avoir toute une révolution au niveau des éditeurs, il va falloir prendre en compte. Parce que, est-ce qu'on va travailler toujours avec des imprimeurs? Est-ce qu'on va travailler toujours avec des distributeurs? Est-ce qu'on va travailler toujours, je vais même aller plus loin, avec des illustrateurs? Est-ce que ça vaudra le coup, dans un livre numérique, de payer une illustration? Je vais vous dire un exemple la couverture de l'illustration. Est-ce que les gens qui vont avoir la couverture de l'illustration vont être intéressés? Je veux dire, voilà une, quand vous la voyez sur le livre numérique, c'est affreux. C'est pas beau. Pourtant, le bouquin est vachement bien. Voilà, c'est ça, je veux dire qu'il y a toute une révolution qui va. C'est un bouquin de chez Brageux? Oui, oui. Ah ben quand même. Moi j'ai pas vu, je suis du mauvais côté. C'est Lune bleue de Laurel. Et quand vous la voyez, l'illustration, le livre, elle est magnifique. Donc là aussi, je veux dire, est-ce que quand quelqu'un va acheter un livre numérique, l'illustration va être importante? Il y a tout, ça va changer la bulle du livre. Est-ce que dans 10 ans, vous aurez tous ces livres là? Donc il y a toute une réflexion que l'on doit se faire. À Rivière-Blanche, on ne l'a pas fait pour une raison qui est très simple, c'est qu'on est... Rajon a dit qu'ils étaient petits, alors je ne sais pas moi ce que je pourrais dire, microscopique. Hein. Et donc moi, on est 2 personnes bénévoles et on n'avait pas le temps. Je le regrette parce que le numérique, même si Jean-Claude Vignac dit que c'est facile, il a fait une conférence tout à l'heure, il prépare, c'est facile techniquement, il faut quand même avoir du personnel pour faire ça. Et puis après, pareil que pour les papiers, il faut vendre. Et vendre le livre numérique, ça sera peut-être différent que de vendre le livre papier. Donc ça aussi c'est important. Je veux dire, écrire un livre c'est facile, vendre un livre c'est... Oui, ça se discute que c'est facile d'écrire. C'est facile d'écrire, alors ça je vous promets, c'est très facile. Je n'ai pas dit d'écrire un bon livre. Je nuance. Alors si vous voulez écrire un livre, je ne sais pas combien il en reçoit, moi j'en reçois 300 par an, franchement c'est facile. J'en reçois 50 par semaine. Voilà. Donc c'est facile. Mais vendre un livre, c'est aussi. Et donc, c'est vrai que le numérique... Alors, pour nous, à Rivière-Blanche, on a pris notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on laisse aux auteurs le choix d'aller où ils veulent pour le numérique, même parfois les conseillers et tout. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un regret de ne pas mettre l'ancien livre numérique. On avait fait un peu de livres numériques en voulant scanneriser tous les anciens livres du Fleuve Noir, quand on avait les droits. Mais c'est pareil, ça demande un travail d'une personne presque à plein temps qui scanne, qui relit, et qui après fait un fichier numérique. Parce que quand vous lisez certains livres numériques, même d'éditeurs, parfois c'est illisible. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Donc c'est notre révolution, c'est notre façon de lire, c'est notre façon de travailler, et d'écrire même. Stéphane, tu parlais des difficultés tout à l'heure. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, déjà je vais rebondir sur ce que vient de dire Philippe, qui était tout à fait juste et en plus beaucoup plus chantant que je ne pourrais l'avoir fait. Il a tout à fait raison. Mais c'est pas Michel, c'est vrai. C'est que faire du livre numérique, c'est pas facile parce que c'est un métier. Donc voilà. C'est-à-dire que fabricant de livres numériques, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer, parce qu'on peut avoir l'impression qu'il suffit de faire convertir un fichier Word et puis basta cosy. Pas du tout, parce que déjà il va falloir que votre fichier numérique soit compatible avec le plus d'appareils possible. Donc c'est bienvenue de nouveau dans le monde des PC, Mac et compagnie. Même quand c'est compatible avec 30 appareils différents, on s'aperçoit évidemment que le 31e, c'est pas possible, le paragraphe n'est pas découpé de la même façon, les tirés dialogues sautent, etc. Donc moi j'ai une fabricante, Émilie Mathieu, qui est spécialisée dans le numérique, et j'aime autant vous dire qu'elle fait des bonnes journées, et que voilà. La deuxième chose que je trouve très intéressante par rapport à ça,
sur la qualité technique du truc, c'est premièrement de s'être aperçu que les EPUB, qui est donc le format du livre numérique, de meilleure qualité qu'on puisse trouver, ce sont ceux qui sont faits par les pirates, parce qu'ils ont du temps à y consacrer et que ça les amuse beaucoup. La deuxième chose, c'est que c'est pas nécessairement, disons, les établissements les plus prestigieux spécialisés dans ce domaine qui rendent les meilleurs services. Bref, ça devient assez rapidement une boîte à outils, voire quasiment un mécano, et c'est du travail. Donc, non, c'est pas du tout facile à faire. Un mauvais EPUB, c'est facile, hein, mais un bon EPUB, c'est pas facile. Et c'est vrai pour tout le reste, hein, un mauvais gâteau, c'est facile à faire. Les obstacles, les problèmes, il y en a beaucoup. Je pense que le premier, c'est un obstacle culturel ou de rapport au livre. On en a parlé un peu hier, on en a reparlé ce matin agréablement avec une personne qui est dans le public. C'est-à-dire qu'il y a une sacralité du livre, de l'objet livre et de la littérature en France qui fait que, comme on se le rappelait ce matin, en France, par exemple, c'est extrêmement difficile de jeter un livre. Même il est tout pourri, les pages sont longues, vous l'avez lu 35 fois, il est tombé dans le bain, et c'est quand même toujours difficile de le jeter. C'est pas du tout vrai dans le reste du monde. Vous savez qu'au Japon, il y a des poubelles pour les mangas. Les Japonais, ils sortent du métro, ils ont fini leur manga, ils le jettent. Est-ce que c'est pas une question de mémoire, de se souvenir qu'à une époque, on brûlait des livres pour des raisons... Honnêtement, je crois pas. Je pense que c'est lié à un mode de diffusion, à une pratique du livre, à une présentation dans les médias qui est complètement différente et qui fait, comme malheureusement je suis obligé de le rappeler très souvent, que le marché du livre en France est catastrophique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qu'il est largement handicapé par cette sacralité de la littérature. Donc ça fait que forcément, en plus, quand le livre est dématérialisé, voilà, déjà, il y a une résistance de plus. On a vu tous des réactions, par exemple, sur le net, disant alors moi, j'aime tellement les livres, qu'est-ce qui va m'arriver l'odeur du papier, etc. Sur quoi je réponds, mais tranquillisez-vous, il y a encore quelques centaines de milliards d'exemplaires disponibles sur cette planète, donc voilà, vous pouvez encore le faire, et le livre numérique ne va pas vous empêcher. Il y a un obstacle, évidemment, qui est lié à l'achat de la liseuse, donc ça veut dire qu'il faut acheter un appareil pour lire un livre. Là aussi, on n'a pas l'habitude, hein, d'habitude, des yeux et des mains, ça suffit. Voire juste des yeux, voire même pour les malvoyants, c'est possible de lire. Donc, du coup, il y a aussi, ou d'écouter du texte, etc. Donc, il y a là aussi un rapport, un objet, un appareil, une technologie qui vient intervenir dans le rapport qu'on a au livre, à la lecture, qui non seulement, dont seulement on n'a pas l'habitude, mais en plus qui nous heurte, qui nous gêne, et il faut en tenir compte. Il y a évidemment des obstacles financiers, commerciaux, de diffusion, etc. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un livre jusqu'à dans 17 000 points de vente en France. Pour trouver un livre numérique, il y en a beaucoup moins des points de vente virtuels. Vous avez l'iBook Store d'Apple, vous avez Amazon, vous avez Alpac, et puis vous avez plein d'autres sites moins connus qui font du très bon travail, qui sont aussi des libraires online, mais il y en a beaucoup moins. Donc ça veut dire que vous n'allez pas, je sais pas, en allant acheter votre baguette le matin, passer devant une vitrine en se disant tiens, il a l'air sympa ce bouquin, je vais y jeter un œil. C'est un autre rapport, donc c'est une autre visibilité, etc. Mais comme il faisait allusion, Jérôme, tout à l'heure très judicieusement, c'est aussi une visibilité qui est inverse et qui est inversement proportionnelle à la présence, en particulier des genres que nous publions en librairie. Puisque nous sommes très peu présents en librairie, puisqu'il y a très peu de librairies finalement qui ont de la fantaisie, de la science-fiction, etc. Or, vous allez sur les bookstores d'Apple, vous allez sur Amazon, là, il n'y a pas un problème de fond. Tout est disponible tout le temps. Vous trouverez toujours le tome 1 de la série. Sauf petit dysfonctionnement électronique, etc. qui peut toujours arriver. Parce que la diffusion virtuelle, c'est comme la diffusion de cours, c'est que si le bouquin n'est pas arrivé, que ce soit par un tuyau, par un câble ou par un camion, il n'est pas arrivé. Mais, du coup, évidemment, c'est la chance d'ouvrages qui n'ont pas la chance d'avoir une visibilité régulière et, en tout cas, très, très importante ou quasi permanente en librairie traditionnelle. Et puis, il y a évidemment, il y en a sûrement d'autres qui prennent venir à l'esprit, mais il y a évidemment la question du droit d'auteur, puisqu'il s'agit, pour nous éditeurs, de négocier au mieux des intérêts de l'auteur et au mieux des intérêts à nous, de négocier les droits de publication numérique et donc l'exploitation de ces ouvrages. Mais il s'agit aussi de veiller, autant que faire se peut, à la protection de ce droit d'auteur, à la valorisation de l'œuvre, essayer de trouver les meilleures solutions pour ça. Et
la façon de verrouiller, de crypter l'ouvrage pour ne pas pouvoir le prêter, etc., pour ne pas pouvoir le diffuser comme le DRM, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas une bonne solution. Mais donc, voilà, comment est-ce qu'on peut à la fois protéger, enfin, je préfère dire reconnaître le droit d'auteur sur un livre numérique, se demander dans quelle mesure il peut être fragilisé par le livre numérique, par sa dématérialisation, et en même temps lui donner la meilleure exploitation, pouvoir dire à un auteur, je vais publier en numérique, et ça va te rapporter tant, et voilà ce qu'on va faire avec, et tu ne devrais pas craindre ceci, etc. Bon. Je pense que nous avons plus de résistance culturelle et, je dirais, industrielle au livre numérique en France que dans la plupart des pays du monde, et évidemment comparé aux anglo-saxons et en particulier aux États-Unis. Et ça explique, disons, le retard à l'allumage. C'est-à-dire que quand nous, on a commencé à publier du livre numérique il y a 1 an et demi, on a bien vu à quel point, enfin, parce qu'on a décidé de prendre la vague, on a décidé de le faire assez rapidement, mais on s'est bien rendu compte à quel point il y avait déjà un décalage gigantesque, on appelle 2-3 ans, avec ce qui se passait aux États-Unis en termes de marché, en termes d'évolution, en termes de pratiques de prix, d'opérations commerciales, etc., ou d'initiatives comme ce qu'évoquait Jérôme et que nous faisons aussi, c'est-à-dire publier des inédits, publier des nouvelles. Je parlais de la visibilité inverse. Évidemment, la nouvelle, qui est extrêmement difficile à publier et à vendre en librairie traditionnelle, la nouvelle est particulièrement adaptée au livre numérique. C'est-à-dire que vous voulez pouvoir lire sur votre smartphone une histoire en 1 quart d'heure, parce que c'est le temps d'un trajet en bus, par exemple. Et vous le ferez avec plaisir, alors que vous ne serez jamais allé acheter une anthologie, parce que déjà vous aurez du mal à la trouver, etc., etc. Donc, je pense que pour moi, ce qui est important, c'est d'essayer de déjouer ces obstacles, et déjouer et pas de les confronter, de ne pas se taper la tête dessus, qui est encore une façon, je le regrette, un peu française de faire les choses, mais de se dire comment est-ce qu'on peut le faire autrement, comment est-ce que ça peut être une chance. Évidemment en mesurant les risques, en y faisant attention. À la table ronde de l'année dernière, on a sous-entendu que, puisque je vendais des livres numériques, je jetais le droit d'auteur à la rivière. Je n'ai pas répondu, hein, mais ça me paraît très français. C'est qu'à partir du moment où vous vendez, c'est globalement que vous êtes un brigand. Quoi, hein. Non, pas du tout. Si on vend, c'est parce qu'on a réussi à se mettre